un inconnu, un bébé et une lettre. Mais le plus choquant, c'est quand un mec que t'as enterré il y a 20 ans vient frapper à ta porte. Comme un fantôme trempé par la pluie, il est apparu au bord de la route. Il n'a pas demandé qui il était, ni d'où il venait. Il a juste ouvert la porte du camion et lui a offert son amour. Mais quelques jours plus tard, quand le mec a frappé à la porte, il a compris que tout ce qu'il croyait du passé et sur lui-même, tout ce qu'il pensait avoir enterré, avait refait surface. Certaines histoires commencent par une seconde chance. Si tu crois au pouvoir silencieux de la gentillesse, à la beauté de la guérison et au miracle d'être retrouvé lorsque tu te sens le plus perdu, cette histoire est pour toi. Prends un moment pour t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Maintenant, mettons le cap sur Windham Creek. La pluie tombait depuis des heures, régulière et implacable, balayant les interminables étendues de l'autoroute qui serpentaient à travers Whitaker Plains, dans le Montana. La vieille route à 2 voies scintillait comme du verre noir sous les feux de route du vieux pick-up de Luc Moreau. Les essuie-glaces crissaient sur le pare-brise en signe de protestation, rythmé, incapable de suivre le déluge. Luc se pencha en avant sur son siège, les yeux plissés contre la tempête, une main fermement sur le volant, l'autre posée sur le levier de vitesse. Sa chemise en flanelle collait à ses épaules. Le pick-up sentait la pluie, le cuir mouillé, et avait une légère odeur d'huile de machine. Il était tard, bien plus tard, qu'il n'avait prévu de rentrer. Un dernier petit boulot de soudure sur la clôture d'un voisin avait pris plus de temps que prévu. Et maintenant, le long trajet de retour vers sa propriété isolée lui semblait plus pénible que d'habitude. Il était habitué au silence. Il l'appréciait la plupart des nuits. Mais quelque chose dans cette nuit-là le dérangeait. C'est alors qu'il l'aperçut, une silhouette à peine visible à travers le rideau de pluie qui titubait sur la route. Il retint son souffle. Bon sang! Il freina brusquement. Le camion dérapa légèrement, les pneus éclaboussant une flaque d'eau peu profonde. Les phares éclairèrent une jeune femme, trempée jusqu'aux os, les bras serrés autour de ce qui semblait être un paquet de couvertures. Elle ne cria pas, elle ne courut pas. Elle s'arrêta simplement et se retourna, protégeant ce qu'elle tenait dans ses bras comme une statue figée, dans un moment de défense désespérée. Luc ouvrit la portière côté conducteur avant que le camion ne soit complètement arrêté. « Hé !» cria-t-il, les bottes trempées dans l'eau froide, alors qu'il courait vers elle. « Vous êtes blessé ?» La femme ne répondit pas. Ses jambes se dérobèrent et elle s'effondra au milieu de la route. Il la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, le tissu mouillé de ses vêtements glacés contre ses bras. Dans ses mains tremblantes, elle tenait un nouveau-né enveloppé dans une couverture d'hôpital blanche. Son visage était pâle et ses lèvres inquiétantes étaient immobiles. Luc sentit sa poitrine se serrer. « Il ne respire pas », murmura-t-elle d'une voix rauque. Je ne sais pas quoi faire. Luc s'agenouilla sur l'asphalte mouillé, le cœur battant à tout rompre. Il n'avait aucune formation médicale, mais son instinct prit le dessus. Des années auparavant, il avait tenu la main de sa femme lors de la naissance de leur fils. Il avait observé les moniteurs, écouté les ordres aboyés par les médecins et prié alors que sa respiration faiblissait. Il avait appris trop tard à quel point un battement de cœur pouvait être fragile. Il posa 2 doigts sur la poitrine du nourrisson. Aucune élévation, aucune descente. Il se pencha et souffla doucement 2 fois sur le nez et la bouche du bébé, puis il lui a doucement frotté le dos. « Allez, allez, respire !» Un seul petit cri a déchiré la nuit. La femme a haleté. Luc a expiré de soulagement et a serré le bébé contre sa poitrine. « Réchauffons-le », a-t-il dit. « Ah, dit Schnally. » Il a soulevé la femme d'un seul bras
tout en berçant le bébé de l'autre, et se précipita, avec eux, dans la cabine de son camion. Il mit le chauffage à fond, ôta sa veste et enveloppa la femme frissonnante. Elle s'accrochait à l'enfant de ses mains tremblantes. Luc passa la première et appuya sur l'accélérateur. La route était glissante et la visibilité quasi nulle. Mais il conduisait comme un homme déterminé. Un feu s'était allumé en lui, un feu qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort d'Élise. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, par-dessus le rugissement de la pluie. Elle hésita. « Ces soldats marins et le bébé Élodie. Elle s'appelle Élodie. » Ils tombèrent dans un silence seulement rompu par les gémissements occasionnels du nourrisson et le rythme régulier de la pluie sur le métal. L'esprit de Luc tournait à toute vitesse. Une femme trempée, épuisée, portant un nouveau-né au milieu de nulle part. Ça n'avait aucun sens, mais elle était là, et elle avait besoin d'aide. C'était suffisant. Ils arrivèrent à l'allée de gravier menant à sa propriété, une cabane d'un étage, nichée entre de petits pins, et une grange délabrée. Il se gara près du porche et coupa le moteur. La pluie n'avait pas cessé. « Je vais la porter », dit-il à voix basse. « Ne t'inquiète pas. » Il souleva Clara à nouveau, en prenant soin de ne pas réveiller le bébé. Elle ne dit rien, se contentant de serrer sa chemise comme si elle avait peur de le lâcher. À l'intérieur, la chaleur du poêle à bois les enveloppa comme une couverture. La maison sentait le cèdre et les vieux livres. Luc la conduisit dans la chambre d'amis, autrefois l'atelier de sa femme, aujourd'hui inutilisée et silencieuse. Dès qu'il la posa sur le bord du lit, elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés, vulnérable. « Merci », dit-elle, d'une voix à peine audible. Luc acquiesça. « Je vais vous chercher des vêtements secs, des couvertures aussi. » Elle serra Élodie plus fort contre elle. « S'il te plaît, n'appelle personne. » Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Pourquoi ?»« Ah, attends, je ne peux pas. » Il y avait quelque chose dans sa voix, de la peur, du chagrin, quelque chose de plus profond. Luc n'insista pas. Il avait vu suffisamment de souffrance dans sa vie pour savoir quand quelqu'un était au bout du rouleau. « D'accord, » dit-il doucement. « Tu es en sécurité ici. » Il la laissa avec des couvertures supplémentaires et retourna attiser le feu. Léo, son fils, passait le week-end avec ses cousins à Missoula. C'était une petite chance. Il n'était pas encore prêt à expliquer tout ça. Plus tard dans la nuit, alors que la tempête faisait rage dehors et que la maison s'était installée dans un calme inquiétant, Luc était assis seul dans la cuisine. La respiration douce d'un bébé résonnait faiblement dans le couloir. Il passa une main dans ses cheveux humides, fixant la photo sur la cheminée, le sourire d'Élise figé dans le temps. Il n'avait pas ouvert cette chambre d'amis depuis le jour où elle était décédée. Maintenant, une inconnue était arrivée avec un bébé et une histoire qu'elle ne voulait pas raconter. Mais elle était apparue sur sa route sous la pluie et il l'avait rattrapée avant qu'elle ne tombe. Ça devait bien vouloir dire quelque chose. La maison n'avait jamais été aussi calme, pas depuis le décès d'Élise. Luc se tenait dans l'étroit couloir devant la porte de la chambre d'amis, une tasse de café noir à la main, la vapeur s'échappant sous son nez. La pluie s'était transformée en une fine bruine, mais le vent soufflait toujours dans les arbres. Il frappait contre les vitres comme un enfant demandant la permission d'entrer. Il n'était pas entré dans cette pièce depuis plus de 2 ans. Elle avait autrefois été remplie d'elle. Le parfum d'Élise, mélange de lavande et d'huile de menthe poivrée, flottait encore faiblement sur la vieille couette, même s'il s'était estompé avec le temps. Ses livres étaient toujours alignés sur les étagères. Certains étaient des ouvrages médicaux, d'autres des romans d'amour aux pages cornées et annotés dans les marges. Il avait tout laissé toucher. Le chagrin avait une logique étrange. Pour Luc, garder la pièce telle qu'elle était devenue une forme de respect. Il n'entrait pas,
non pas parce qu'il ne pouvait pas tourner la page, mais parce qu'il n'était pas prêt à déranger ce qu'elle avait laissé derrière elle. Mais la nuit dernière, quelque chose de plus fort que la logique avait pris le dessus. L'inconnu, le bébé, avait pris le pas sur tout le reste. À présent, le silence résonnait comme une note grave de violoncelle dans sa poitrine. Il hésita avant de tourner la poignée et d'ouvrir doucement la porte. La pièce était sombre. La lumière du matin filtre à travers les rideaux vaporeux, projetant une douce lumière dorée sur le parquet. Clara était allongée sur le côté, serrant Élodie contre sa poitrine, toutes deux enveloppées dans d'épaisses couvertures en flanelle. Son uniforme, une blouse d'infirmière bleu foncé, blouse d'infirmière et un pantalon assorti, étaient suspendus, humides, sur le dossier d'une chaise. Sa respiration était régulière, paisible. Une mèche de cheveux collait à sa joue. Pour la première fois, Luc remarqua à quel point elle était jeune. La vingtaine bien avancée, peut-être trop jeune pour avoir une telle peur dans les yeux. Élodie remua légèrement et un soupir endormi échappant de ses lèvres. Luc resta figé, les regardant comme s'ils étaient des poupées de papier fragiles, craignant que même sa respiration ne les déchire. Puis ses yeux s'ouvrirent. Elle le regarda surprise au début, puis se détendit lorsqu'elle se souvint où elle était. « Bonjour », dit-elle doucement. « Ma voix est rauque à cause du sommeil. Je voulais pas te réveiller », dit-il en reculant légèrement. « Je voulais juste voir si tout allait bien. » Elle acquiesça et baissa les yeux vers le bébé. Elle avait passé la nuit. Sa voix trembla pendant une fraction de seconde. « Grâce à toi », Luc s'éclaircit la gorge, ne sachant pas trop comment répondre. Les compliments ne lui avaient jamais été faciles. « Eh bien, j'ai pensé qu'une maison chaude aidait des vêtements secs. C'était le moins que je pouvais faire. » Clara sourit faiblement, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Il y avait quelque chose derrière, quelque chose de non résolu, de lourd. « J'ai fait du café », proposa-t-il, « et des toasts si vous avez faim. » Son estomac grogna bruyamment. Ils rirent tous les deux. Un moment léger et humain s'installa. « Je sors dans 1 minute », dit-elle en écartant ses cheveux de son visage. « Juste le temps de me rafraîchir. » Luc acquiesça et s'éloigna. De retour dans la cuisine, il regarda par la fenêtre, observant le brouillard, rouler lentement sur les collines, au-delà de sa propriété. Le ciel était bas et gris, mais il y avait une douceur dans cette journée, un répit, un silence. Il se servit une 2e tasse de café, juste au moment où Clara entra, serrant Élodie contre sa poitrine. Ses cheveux humides étaient peignés en arrière, et elle portait un vieux pull d'Élise. Les manches vert foncé, trop grandes, étaient retroussées au-dessus de ses poignets. Ça aurait dû faire bizarre, mais ce n'était pas le cas. « J'espère que ça ne te dérange pas », dit-elle, en remarquant son regard sur le pull. Il secoua la tête. « Pas du tout. Ça a l'air plus chaud que qu'une blouse de chirurgien. » Elle sourit. « C'est vrai. » Ils s'assirent à la petite table en pin, face à face. Élodie était maintenant réveillée et tétait doucement, entre 2 gorgées. Le bruit était doux, mais puissant. La vie s'affirmait. « À qui est cette maison ?» demanda Isa après un moment, rompant le silence. « À moi », répondit Luc. « C'était la maison familiale de ma femme. Je l'ai rénovée quand on a emménagé après la naissance de Léo. » Elle pencha la tête. « Ton fils ?» Il acquiesça. « 9 ans. Il est chez ma sœur pour le week-end. » Une pause. « Et ta femme ?» Le silence s'éternisa. Luc serra légèrement la mâchoire. « Elle est décédée il y a 2 ans, dit-il. Des complications pendant l'accouchement. Nous avons aussi perdu le bébé. Il avait l'âge de face, a-t-elle murmuré. Je suis désolé. » Il acquiesça lentement, essayant de retenir les images qui remontaient à la surface. Elle était infirmière, elle aussi. « Comme vous, supposais-je, dit doucement son aîné.
la façon dont la pièce était entretenue, les livres. Luc la regarda avec surprise. « Je l'ai déjà vu », ajouta-t-elle. « Les gens figent le temps quand ils perdent quelqu'un, dans l'espoir que ça gardera ce qui reste. » Il ne répondit pas, mais ses mots s'installèrent quelque part, au fond de lui. Après un long silence, elle plongea la main dans la poche de son pull et en sortit un petit bout de papier plié, froissé et taché d'eau. « Quelqu'un m'a donné ça, » dit-elle. « Il m'a dit de te trouver. Il a dit que c'était important. » Elle le fit glisser sur la table. Luc fixa le papier. Il était légèrement jauni. L'encre s'était maculée. Il hésita avant de l'ouvrir. Il n'y avait que 2 lignes écrites d'une écriture soignée. « Si elle te trouve, ça veut dire que j'ai fait une chose de bien. Prends soin d'elle et pardonne-moi. » Il n'y avait pas de signature. Luc leva les yeux vers Clara. « Qui t'a donné ça ?» Elle secoua la tête. « Je ne sais pas son nom. Il était mourant. Il a dit qu'il te devait ça, tiens. Il a dit que cette lettre te serait remise par quelqu'un qui saurait quoi en faire. » Luc déglutit péniblement. Les mots sur la page éveillèrent en quelque chose de familier. Une voix lointaine, une ombre qu'il avait suivie toute sa vie. Mais c'était impossible, n'est-ce pas? La lettre reposait sur le bord de la table, comme si elle avait un pouls. Luc avait lu ces 2 lignes une douzaine de fois, mais c'était l'écriture qui le hantait, plus que les mots. Ce n'était pas seulement l'inclinaison irrégulière ou le tournant brusque du R, c'était la façon dont l'encre s'était imprimée dans le papier, comme si quelqu'un savait que le temps lui échappait. Il la fixa assez longtemps pour que le café dans sa tasse refroidisse. Clara ne disait rien. Elle était assise tranquillement, son expression indéchiffrable. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait l'habitude d'attendre, de ne pas savoir toute la vérité. Luc finit par rompre le silence. Avait-il dit autre chose? Elle secoua la tête seulement que c'était important que je sache quoi faire quand je te verrai. Et Clara hésita, puis dit doucement « Non, mais Élodie avait besoin de sécurité. Et tu étais seul nom que j'avais. » Il y avait quelque chose de brut dans sa voix. Pas de répétition, pas de dramatisme, juste de l'authenticité. Luc se frotta la nuque, puis repoussa sa chaise et se leva. Il avait besoin de bouger, de distance, de perspective. Il sortit sous le porche couvert. L'air était froid et pur, imprégné de l'odeur des pins humides et de la terre mouillée. Le brouillard s'accrochait encore aux collines, transformant le contour familier de Windham Creek en une douce brume. Il s'agrippa à la balustrade du porche et expira lentement. La lettre avait réveillé des souvenirs qu'il avait enfouis si profondément qu'ils avaient à peine forme. Un feu de camp, un homme aux yeux fatigués, une promesse non tenue. Était-ce vraiment lui? Non, c'était impossible. Cet homme était mort. La voix la plus ancienne de Luc lui répondit doucement derrière lui. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les manches de son pull couvrant ses mains. Élodie se blottissait contre son épaule. « Ça va ?» Il acquiesça d'un signe de tête. « Oui, je règle juste quelques fantômes. » Elle s'avança timidement. « Tu n'as pas besoin de me le dire. » Il se tourna légèrement vers elle. « Je le ferai probablement. » Finalement, elle lui adressa un petit sourire compréhensif, du genre qui ne demande rien, mais qui laisse de la place. Ils restèrent en silence, regardant le brouillard se déplacer comme un rideau sur le paysage. Après un moment, Clara dit « Elle t'a souri ce matin, Élodie. » Elle hocha légèrement la tête. Après que tu aies touché sa main, les lèvres de Luc tremblèrent. Elle est peut-être plus intelligente qu'elle n'en a l'air. Soldat rit, puis ajouta plus sérieusement. Elle sourit pas à tout le monde. Je pense qu'elle sait qui est digne de confiance. Ces mots tombèrent doucement mais profondément. Luc regarda l'enfant dans ses bras. Il y avait quelque chose de profond dans la façon dont Élodie se blottissait contre la poitrine de son soldat, comme si elle avait choisi son repos. Malgré tout,
Ce bébé avait confiance. Il l'enviait. Il fit un signe de tête vers la grange. J'ai allumé un feu dans l'atelier, dans le poêle à bois. Il fait plus chaud qu'il n'y paraît. Isa hésita, puis dit « Je viendrai après avoir couché la petite ». Luc la regarda rentrer à l'intérieur. La porte se referma derrière elle avec un clic définitif. La grange sentait encore le vernis et le vieux cèdre. L'atelier de Luc occupait un coin avec des établis couverts d'outils et des copeaux de bois, éparpillés comme des confettis sur le sol. Au fond, sous une bâche en toile, se trouvait la chose qu'il n'avait pas touchée depuis plus de 2 ans. Le bateau, il l'avait commencé pour Élise. C'était être leur projet du week-end. Un petit skiff en bois, fabriqué à la main, courbé et poncé, et cousu de souvenirs. Elle avait l'habitude de s'asseoir ici pendant qu'il travaillait, sirotant son café, les pieds sur un vieux tabouret, lisant à haute voix le livre de poche qui l'intéressait cette semaine-là. Leur fils, Léo, jouait à côté avec des marteaux jouets, faisant semblant d'être comme son père. Après la mort d'Élise, le bateau s'était arrêté. Ce n'était pas seulement le chagrin, c'était le silence assourdissant et insupportable de cette pièce sans sa voix. Il fixait la coque inachevée, puis l'étagère au-dessus de l'établi, où ses livres marqués d'un signet étaient toujours intacts. Il avait toujours pensé que terminer le bateau serait une trahison. Maintenant, pour la première fois depuis des années, il se demandait si ce n'était pas autre chose. Un bruit de coups interrompit ses pensées. Il se retourna. Clara se tenait à l'entrée de la grange, émitouflée dans une couverture en laine, les cheveux légèrement humides à cause de la brume. « Je ne voulais pas te déranger. Ce n'est pas grave. » Elle s'avança lentement vers le bateau, le regard balayant la pièce avec intérêt et une sorte de respect. « C'est toi qui as construit ça, » dit-il acquiesça. « Tu le construisais avant ?» Il ne termina pas sa phrase. Son regard n'en avait pas besoin. Elle posa une main légèrement sur le bord du bateau. « C'est magnifique, même inachevé. » Luc expira. « Elle me faisait la lecture ici pendant que je travaillais. Élise, elle adorait cet endroit. Je comprends pourquoi. » Ils restèrent là un moment, l'odeur du cèdre et du tabac vieux qui remplissait le silence. Puis Clara se tourna vers lui, les yeux chercheurs. « Luc, pourquoi nous laissez-vous vraiment rester ici ?» Il cligna des yeux. « Parce que vous aviez besoin d'aide. Beaucoup de gens ont besoin d'aide. La plupart des gens auraient appelé la police ou au moins un hôpital. J'ai souvent été abandonné par les gens, dit-il après une pause. Je ne voulais pas être comme eux. » Clara le regarda longuement et profondément, comme si elle ne voyait pas en lui un homme qui avait ouvert sa maison, mais un homme qui avait été brisé et reconstruit par son propre code de gentillesse. « Merci, » dit-elle doucement. « Merci. » Et pour la première fois depuis la mort d'Élise, Luc sentit quelque chose remuer dans les coins tranquilles de sa poitrine, quelque chose de vivant. Cette nuit-là, le vent se leva à nouveau. Ce n'était pas le vent violent d'il y a 2 jours, mais une rafale plus froide et plus calme qui balayait le paysage et secouait les vieux volets comme si elle avait un souvenir à réveiller. Clara se tenait sur le seuil de la chambre d'amis. La petite Élodie dormait dans le creux de son bras. Une petite lampe brillait à côté du lit, projetant une lumière dorée sur les murs pâles. Elle bougeait doucement, comme si elle avait peur de déranger non seulement l'enfant, mais aussi les fantômes que cette maison semblait abriter. Il y avait quelque chose de sacré dans cette pièce, pas au sens religieux du terme, mais dans la façon dont tout avait été laissé en suspens. Des livres avec des marque-pages, encore à mi-chemin, une écharpe toujours drapée sur une chaise, une boîte à bijoux en bois, avec le couvercle légèrement entrouvert, intact dans la tente. Elle posa délicatement Élodie au milieu du lit, l'entoura d'oreillers et traversa doucement le plancher qui craquait. Le bébé expira dans un petit soupir.
tandis que Zolda s'agenouillait à côté de la bibliothèque, ses doigts effleurant les dos des livres. Pathophysiologie, traitement des plaies, le cadeau d'un jour ordinaire, un étrange mélange de médecine et de mémoire. Elle en reconnaissait plus d'un. Elle et Élise avaient autrefois échangé des livres de poche pendant leur longue garde à l'hôpital. Élise avait un faible pour les livres, qui disaient la vérité sans en avoir l'air. Une planche mal fixée attira son attention. Elle bougeait légèrement sous son pied. Elle se pencha et passa ses doigts le long du bord. Un instant plus tard, la planche se souleva en grinçant. Sous celle-ci, une petite boîte en métal reposait dans l'obscurité, alors que Zolda retint son souffle. Elle hésita, puis la retira doucement. Le couvercle s'ouvrit avec un léger clic. À l'intérieur se trouvaient 3 lettres pliées, jaunies sur les bords, reliées par un ruban bleu pâle, du genre de celles que l'on trouve dans une boîte de souvenirs de mariage ou dans le tiroir à souvenirs d'une veuve. Elle s'assit sur le sol, les jambes croisées, le cœur battant à tout rompre. La lettre du dessus était adressée, en écriture cursive, délicate à Luc. « Si je ne suis plus avec toi, je t'aime, Ambouem. » Isa la fixa, la poitrine serrée. Elle n'avait pas l'intention de s'immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre, mais quelque chose de plus profond que la curiosité la poussait à continuer. Quelque chose dans la douleur silencieuse des yeux de Luc, dans la façon dont il prononçait son nom, comme un mot qu'il murmurait dans ses rêves. Elle déplia la page. « Luc, si tu lis ceci, je suis parti. Je déteste même écrire ça, mais nous savons tous les deux que je prévois des choses que je prie pour qu'elles n'arrivent pas. C'est qui je suis, c'est celle que tu as épousée. Cette lettre n'est pas pour te dire que je t'aime, même si c'est le cas, et que je t'aimerai toujours. C'est pour te dire que tu dois garder ton cœur ouvert, même quand ça fait super mal, surtout dans ces moments-là. Tu n'es pas fait pour traverser cette vie tout seul. Tu n'es pas fait pour porter ton chagrin comme un boulet. Et si quelqu'un frappe à ta porte, brisé, et portant les morceaux de son passé, ne le repousse pas, laisse-le entrer. Tu ne sais jamais quelle âme pourrait détenir la clé de ta guérison. Fais confiance à ton cœur, Cal. Il est plus courageux que tu ne le penses. Je t'aime, pour toujours. » Que les mains de Wieselda tremblent alors qu'elle replie la lettre. Ce n'était pas juste un mot du passé, c'était un message qui avait attendu, patient et intemporel, le moment exact où il serait nécessaire. Le plancher craque derrière elle. Elle se retourne. Luc se tient dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le regard impossible à déchiffrer. Il ne lui demande pas ce qu'elle faisait. Son regard se posa sur la boîte, puis sur la lettre posée sur ses genoux. « Je l'ai trouvée sous le plancher, » dit-elle doucement. « Je ne voulais pas, je voulais juste... » « Ce n'est pas grave. » Il entra lentement dans la chambre et s'assit sur le bord du lit, en prenant soin de ne pas réveiller Élodie. Ses doigts effleurèrent la couverture d'un des livres d'Élise, le livre du silence. Elle cachait des trucs, dit-il, après un moment. Des mots d'amour dans les poches de mes manteaux, des petits cadeaux dans ma boîte à outils. Mais je ne connaissais pas ces lettres. Elle a écrit celle-ci pour toi, murmura Clara, en la lui tendant. Il prit le papier, le déplia lentement et lut en silence. Il serra les mâchoires une fois, puis encore une fois. Clara ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin de parler. Quand il eut fini, il expira par le nez, ses épaules se tâtirent se détendant, même si ce n'était que légèrement. Ça lui ressemble. Elle t'aimait profondément. Il acquiesça, trop profondément peut-être. Isolde attendit. Comme il ne disait rien, elle dit doucement, « Elle voulait que tu continues à vivre. Je pensais que c'était ce que je faisais, » murmura-t-il. « Réparer les clôtures, élever Léo, rester occupé. Ce n'est pas vivre, c'est survivre. » Luc la regarda alors, la regarda vraiment. La façon dont ses cheveux bouclaient
légèrement au niveau des tempes, l'inquiétude sur son front, la force qu'elle affichait, comme une seconde peau. « Tu ne fais pas que passer, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Clara hésita. « Je ne sais pas encore. Je n'avais pas prévu de m'arrêter ici. Mais quelqu'un t'a envoyé. »« Oui, » dit-elle. « Je ne sais juste pas pourquoi. » Il baissa les yeux vers Élodie, qui dormait profondément entre eux. C'était peut-être ça, la raison. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Dehors, le vent s'était calmé. La maison, bien que vieille et usée par le temps, semblait étrangement intacte, comme si la lettre avait déverrouillé quelque chose, pas juste dans la poitrine de Luc, mais dans les murs eux-mêmes. Avant de quitter la pièce, Luc remit délicatement la lettre dans sa boîte en fer et la glissa dans un tiroir. Il avait décidé que certaines choses, Jordan n'avait plus besoin d'être enfouies. Le lendemain matin, le soleil était au rendez-vous, pas un soleil chaud qui imprègne la peau et fait fleurir les fleurs sauvages, mais une lumière pâle et hésitante qui filtrait à travers le brouillard comme une promesse. Pour la première fois depuis des jours, les nuages se dissipèrent au-dessus des plaines de Whitaker et la route menant à la propriété de Luc scintillait sous une fine couche de rosée. Clara se tenait sous le porche, une tasse de thé à la main, regardant les collines basses. Élodie dormait dans un berceau près de la porte, les joues rousses par le profond contentement que seuls les bébés connaissent. Le silence était encore étrange pour elle, trop calme. Elle avait passé l'année précédente dans des hôpitaux, des refuges, des gares, remplis d'enfants qui pleuraient et de lumière stérile. La paix la mettait mal à l'aise maintenant, mais elle apprenait à l'accepter. Elle se retourna lorsque des pneus crissèrent sur le gravier. Un petit SUV blanc remonta lentement l'allée et Zelda se raidit instinctivement, mais elle aperçut Luc qui sortait de la grange et lui faisait signe. « Tout va bien », dit-il en s'approchant d'elle. « C'est ma sœur, Sophie. Elle vient déposer Léo. » Ce nom lui dit quelque chose. Son fils. Un instant plus tard, la portière de la voiture s'ouvrit et un garçon sauta dehors, les jambes maigres et le jamboueux, vêtu d'un sweat à capuche vert trop grand pour lui et les cheveux qui avaient clairement échappé à toute tentative de coiffage. Son sac à dos rebondissait derrière lui tandis qu'il courait. « Papa !» cria-t-il en se jetant dans les bras de Luc. Luc s'accroupit, le rattrapa en l'air et rit. Un son que ses oreilles n'avaient encore jamais entendu. Un rire sincère, sans retenue. « Salut, mon grand. Comment était ton week-end ?»« Zoé a eu un chiot, » dit Léo les yeux écarquillés, comme un vrai petit chien. Il m'a léché le visage et tout. « Ouah !» Luc sourit. « Et moi qui espérais que tu m'avais manqué. » Léo plissa les yeux vers lui. C'était le cas. Un peu. Luc ébouriffa ses cheveux, puis se tourna vers le porche. « On a de la compagnie ?» dit-il doucement. Les yeux de Léo se posèrent sur Clara. Il l'observa avec cette franchise et cette curiosité que seuls les enfants savent avoir. Puis son regard se porta sur le berceau. « C'est ton bébé ?»« Non, » répondit Isa doucement. « C'est une petite dont je m'occupe. Elle s'appelle Élodie. » Léo s'approcha, jeta un coup d'œil à l'intérieur et sourit. Elle ressemble à une patate. Isa cligna des yeux, puis rit, surprise. C'est vrai, un peu. Cool. Léo tendit la main. Je m'appelle Léo. Elle la serra. Clara. Enchanté. Il regarda son père. Je peux lui montrer la cabane? Luc haussa un sourcil. Tu te souviens ce que j'ai dit à propos de grimper tout seul? Je ne suis pas seul si elle vient. Je voulais dire sans moi. Léo soupira avec une déception théâtrale. D'accord, je resterai par terre. Luc lui donna une petite poussée. Vas-y, mais ne t'éloigne pas trop. Le garçon partit à travers la cour, le regardant avec une fascination silencieuse. C'est lui qui a tout commencé, dit Luc simplement. Léo ne se rendit pas à la cabane, pas encore.
Il erra plutôt dans le champ derrière la maison, où les hautes herbes étaient sèches à cause du vent et où quelques tournesols sauvages s'accrochaient obstinément à la vie. Il marchait d'un pas décidé, la tête baissée, scrutant le sol comme un détective. C'était un jeu auquel il jouait souvent. Il appelait ça « chasseur d'histoire ». Il cherchait de vieilles pièces de monnaie, des outils rouillés, des pointes de flèches, tout ce qui pouvait raconter l'histoire des gens qui avaient vécu avant lui. Derrière la grange, dans une parcelle de terre brûlée, laissée par un feu de broussailles, il y avait longtemps, Léo s'agenouilla et commença à creuser. En quelques minutes, son doigt heurta du métal. Ce n'était pas brillant, juste un objet plat et rouillé, enveloppé dans une toile. Mais son poids lui indiquait qu'il avait de l'importance. Il le déballait lentement. Une photo, vieille, déchirée sur les bords. Les couleurs étaient fanées, mais encore visibles. 3 personnes se tenaient devant ce qui semblait être un campement. Un homme en treillis militaire, une femme aux cheveux roux et un garçon qui ne devait pas avoir plus de 5 ans sur les épaules de l'homme. Léo la retourna. Un seul nom était écrit à l'encre noire, Henri. Il fronça les sourcils. Il ne connaissait personne du nom d'Henri, mais l'homme sur la photo avait quelque chose de familier. Sa façon de se tenir, la forme de sa mâchoire, il ressemblait à son père. De retour dans la maison, Luc faisait la vaisselle lorsque Léo fit irruption dans la pièce. « Papa » a appelé. « J'ai trouvé un truc bizarre. » Luc se retourna, les mains dégoulinantes. « Bizarre, quoi ?» Il tendit la photo. Luc la prit et fronça les sourcils en baissant les yeux. Le monde sembla basculer. Il s'effondra sur une chaise. La photo tremblait légèrement dans sa main. Là, en couleurs et très nettes, le passé était indéniable. Son père, Henri Moreau, présumé mort, 21 ans dans un incendie qui avait ravagé la réserve de Pine Hollow. Ils avaient enterré un cercueil avec ses médailles et ses bottes. Il avait lu lui-même l'éloge funèbre. Luc avait 14 ans, et pourtant, il était là, souriant sur une photo que Luc n'avait jamais vue. Clara entra à ce moment-là et se figea en le voyant pâle et bouleversé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Luc leva les yeux, le regard sombre. Il lui tendit la photo. « Cet homme, dit-il, d'une voix serrée, c'est mon père. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Celui qui est mort, finit Luc, ou du moins, c'est ce que je crus. » Le silence entre eux était pesant. Puis Clara sortit la lettre de la poche de son manteau, celle que lui avait donnée l'homme mourant, celle qui ne portait aucun nom. Elle la posa à côté de la photo. Luc fixa les 2 objets pendant un long moment, puis murmura « Ce n'est pas possible ». Mais la vérité avait déjà commencé à faire son chemin à travers les murs. Les premiers flocons de neige commencèrent à tomber, juste avant la tombée de la nuit. Ils flottaient lentement dans l'air, comme de minuscules morceaux de cendre, silencieux et discrets, recouvrant l'herbe fatiguée et les arbres nus d'un manteau blanc et doux. Depuis le porche, Luc regarda la neige se déposer dans les ornières de l'allée, fondre sous la chaleur des dernières empreintes laissées par Léo et Clara, qui étaient descendus au ruisseau pour faire des ricochets. À l'intérieur de la maison, la photo et la lettre étaient posées côte à côte sur la table de la cuisine, intactes depuis le matin. Luc n'avait pas dit grand-chose de toute la journée. Il avait coupé du bois, réparé un poteau de clôture qui s'affaissait et avait nettoyé les cendres de la cheminée, comme si le travail manuel pouvait tenir la vérité à distance. Mais même la hache la plus tranchante ne pouvait fendre ce qui était logé dans sa poitrine. La photo le hantait. Cet homme, son père, aurait dû être parti, aurait dû rester parti. L'homme sur la photo n'était pas un fantôme, il était une question. Et Luc avait passé toute sa vie à enterrer la réponse. Il rentra à l'intérieur juste au moment où le premier frisson véritable
mordait le vent. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres violettes à travers les pins. Il attisa le feu, puis s'arrêta pour écouter des rires. Léo, Clara résonnant faiblement depuis le champ. Il sourit malgré lui. Il y avait encore des choses belles dans le monde, même dans l'ombre de la confusion. Il se servit une tasse de café, sa 4e de la journée, et s'apprêtait à s'asseoir quand ça arriva. 3 coups, pas forts, mais réguliers, assurés. Il se figea. Personne ne venait aussi loin sans prévenir. Personne ne venait jamais sans raison. Ses jambes bougèrent avant que son esprit ne les rattrape. Oubliant son café, le cœur battant, il se dirigea vers la porte et l'ouvrit lentement. L'homme qui se tenait sous le porche était plus vieux que sur la photo, mais pas de beaucoup. Ses cheveux étaient plus gris, plus clairsemés sur les tempes, et son manteau était rapiécé au coude, usé par les années. Son visage était émacié, marqué par le vent et le temps, mais ses yeux, d'un bleu acier, imperturbables, n'avaient pas changé. Luc sentit l'air quitter ses poumons. « Bonjour, mon fils », dit l'homme. Luc ne dit rien. Il en était incapable. Henri Moreau retira son chapeau. Ses mains tremblaient légèrement. Ça fait longtemps. Luc reculait, toujours silencieux, incapable de détacher ses yeux de cette vision impossible. « Je ne savais pas si je devais venir », continua Henri. « Je ne m'attendais pas à un accueil chaleureux, mais je ne pouvais pas laisser les choses en suspens. Plus maintenant. » La gorge de Luc se serra. Son esprit chercha la logique, la colère, le chagrin, mais il ne trouva que le silence. « Tu étais mort », dit-il enfin. Henri acquiesça. « J'ai laissé le monde le croire. Tu m'as laissé le croire. » Les mots frappèrent fort. « Rat !» Henri se dandina, mal à l'aise. « Je sais. Et si tu claques la porte maintenant, je le mériterai. » Luc ouvrit la bouche, puis la referma. Il ne pouvait même pas formuler la question. Pourquoi ce mot était-il trop petit pour porter le poids de 2 décennies perdues? Derrière lui, une petite voix brisait le silence. Papa Luc se retourna. Léo se tenait au bout du couloir, les manches couvertes de neige, l'air confus. Clara se tenait derrière lui, les yeux passant rapidement de Luc à l'inconnu. Luc déglutit. Sa voix était Léo. « Rentre avec Clara. » Mais Clara posa doucement sa main sur l'épaule de Léo. « Allez, mon chéri. » Le garçon obéit, mais pas sans jeter un dernier regard à l'homme sur le porche, l'homme dont le visage ressemblait de façon troublante à celui de son père. Luc sortit et ferma la porte derrière lui. Il fit face à Henri sous les tourbillons de neige de plus en plus denses. « J'ai lu la lettre, » dit-il. « Celle que tu as donnée est Zelda. » Henri acquiesça. « Je me doutais que tu l'avais trouvée. » Henri regarda vers l'horizon. « Je l'ai rencontrée dans une clinique dans le Dakota du Sud. Elle s'occupait d'une femme qui mourait d'une septicémie. Sa sœur, je crois. J'étais juste bénévole. J'ai reconnu son uniforme. Le même hôpital qu'Élise. » Luc sentit son estomac se nouer. « Tu savais pour Élise ?» Henri acquiesça à nouveau. « Je t'avais suivi à distance, pas de façon effrayante, juste dans l'ombre. Je savais qu'elle était morte. J'allais revenir plus tôt, mais je ne pouvais pas te regarder en face, pas comme j'étais. Tu veux dire pas comme un lâche ?» Henri ne broncha pas. « Oui, exactement ça. » La neige tombait plus fort maintenant, mettant des taches blanches sur leurs épaules, fondant sous la chaleur qu'ils ne sentaient pas. Henri fouilla lentement dans sa poche et en sortit un morceau de tissu plié. Il le tendit. Luc le prit à contre-cœur, un mouchoir bleu délavé avec des initiales brodées. CR, ses initiales, un cadeau de sa mère. Il l'avait perdu quand il était gamin, la semaine où son père avait disparu. Je l'ai gardé pendant 20 ans. Henri disait que ça lui rappelait la seule chose qu'il avait fait, à moitié bien. Luc fixait le mouchoir. « Je ne suis pas venu te demander rien », ajouta Henri.
Juste te dire que je suis désolé et que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Les mots étaient simples, mais ils ouvrirent une brèche. Luc recula, les poings serrés. « Je t'ai enterré, » murmura-t-il. « J'ai pleuré pour toi. Je t'ai détesté, puis j'ai appris à t'oublier. Je le sais. Et maintenant, tu te pointes. Après tout. » La voix d'Henri se brisa. Je ne savais pas comment être un père, mais j'espérais pouvoir encore être un homme. Ils restèrent ainsi, 2 générations de douleurs, de pertes et de possibilités, tandis que la neige continuait de tomber. Finalement, Luc ne dit rien, mais il ne ferma pas la porte. Il s'écarta, juste assez. La maison était redevenue silencieuse après les coups. Henri était maintenant assis tranquillement dans un coin du salon, le dos voûté, les mains jointes, comme un homme, attendant son jugement. Il n'avait pas enlevé son manteau, il n'avait pas demandé de quoi se réchauffer, ni à manger, ni pardon, seul le silence et ce que Luc pouvait lui offrir pour l'instant. Son aîné était resté dans la cuisine avec Léo, le distrayant avec Coco, et des histoires chuchotées sur les hoquets du bébé Ivy. Le rire de l'enfant, bien que doux, était le seul son qui, les rires de l'enfant, bien que douces, étaient le seul son qui rompait le silence pesant. Luc se tenait près du feu de bois, jetant des ombres vacillantes sur son visage. « Je dois te montrer quelque chose, » dit-il sans se retourner. Il se dirigea vers le buffet et prit la petite boîte en métal qu'Élise avait laissée derrière elle, celle qui était cachée sous le plancher depuis des années. Il ne l'avait pas rouverte depuis qu'Isela l'avait découverte. Mais maintenant, c'était la seule chose qui semblait avoir un sens. Il la posa sur la table basse devant Henri. Henri la regarda d'un air las. « C'est à elle. » Luc acquiesça. « Elle m'a écrit, au cas où elle mourrait. » Les épaules d'Henri se raidirent. « Je n'ai pas lu la 2e lettre, » dit Luc. « Elle t'est adressée. » Le silence s'intensifia. Henri leva les yeux, surpris. Luc ouvrit la boîte et en sortit une 2e enveloppe plus ancienne que la première, avec une écriture tout aussi délicate. Il l'attendit sans un mot. Henri la prit avec des mains tremblantes. Il fixa le nom. « Henri, si jamais tu reviens. » Son souffle se coupa. Il déplia la lettre lentement, avec révérence, comme si elle risquait de se déchirer entre ses mains. Luc se détourna pour lui laisser de la place, mais pas pour s'éloigner. Il ne pouvait pas s'éloigner de là. Henri lut la lettre en silence, puis il la relut. Finalement, il la posa sur ses genoux et leva les yeux vers son fils. « Je ne mérite pas ces mots, » dit-il doucement. Luc ne répondit pas. Il attendit. La voix d'Henri se brisa lorsqu'il commença à lire la lettre à voix haute. « Henri, si cette lettre te parvient, cela signifie que tu es revenu. Et si tu es revenu, alors il y a encore quelque chose en toi qui vaut la peine d'être sauvé. Je savais que tu étais en vie. Je t'ai vu 3 ans après que tu aies été déclaré mort. Tu te tenais devant de l'urgence à Helena. Tu ne m'as pas vu, mais moi je t'ai vu. Et je savais que tu n'étais pas prêt. Je ne l'ai jamais dit à Luc. Au début, je ne savais pas pourquoi, mais maintenant je crois que je sais, parce que je l'aimais trop pour le laisser espérer quelqu'un qui ne l'avait pas encore choisi. Tu l'as déjà abandonné une fois. Si tu l'avais fait à nouveau, ça aurait vidé de ce qui restait en lui. Mais si tu revenais, pas pour toi, mais pour lui, alors je crois que tu es prêt à être le père dont il a besoin. Et s'il te laisse entrer, ne serait-ce qu'un peu, ne t'enfuis pas cette fois. » Élise Henry cligna des yeux et baissa à nouveau la lettre, les yeux humides. « Je me souviens de ce jour-là, » murmura-t-il. « J'allais faire un don à l'hôpital. Un don à l'hôpital. Je l'ai vu de l'autre côté du parking. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. » La voix de Luc était basse. Elle a dit « Si tu revenais pour moi, ça pourrait être différent. » Henri acquiesça lentement. « Je ne suis pas revenu pour moi. » Ils restèrent assis en silence, le genre de silence qui enveloppe les vieilles blessures et les poids.
Luc était assis en face de son père, les coudes sur ses genoux, les doigts crispés. « Je t'ai détesté, dit-il doucement, pendant presque toute ma vie, pour être parti, pour avoir disparu, pour m'avoir laissé croire que tu étais mort. Je sais, dit Henri, je t'ai enterré. J'ai fait des cauchemars pendant un an. Je ne pouvais pas passer près d'un feu sans me figer. Je sais. » La voix de Luc se brisa. « Tu m'as laissé croire que je ne valais pas la peine que tu restes. » Henri avait l'air d'un homme écrasé par une vérité qu'il ne pouvait pas réfuter. « Tu en valais toujours la peine. C'est juste que je ne le croyais pas. » Cela fit taire Luc. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, fragiles, brutaux et réels. « J'étais faible, dit Henri. Après la mort de ta mère, je me suis effondré. Je ne savais pas comment être père et veuf en même temps. Le feu m'a donné une issue, et je l'ai saisie. » Luc se leva. Il fit les 100 pas, puis il s'arrêta et baissa les yeux vers son père, les traits de son visage éclairés par le feu. « Je ne peux pas faire comme si tout ça était normal. Il a dit que ton arrivée, cette lettre, cette histoire, qui vient de se réécrire. Je ne m'attends pas à ce que tu Jonah dit, mais j'ai un garçon dans la pièce d'à côté qui est curieux, et une femme qui dort dans l'ancien lit de ma femme avec un bébé qu'elle n'a pas mis au monde, mais qu'elle aime comme le sien. Et j'ai reçu des lettres d'outre-tombe qui me disent de garder mon cœur ouvert, alors que tout ce que je veux, c'est fermer toutes les portes de cet endroit. » Il détourna le regard, expira brusquement, puis se retourna. « Mais j'en ai marre de vivre comme un mort. » Henri croisa son regard. « Je ne te demande pas une place dans ta vie, Luc, juste une chance de rester à ses marges. » Luc ne répondit pas, mais il ne dit pas non. Et lorsqu'il quitta la pièce pour aller chercher une autre couverture, il en rapporta 2, une pour le canapé et une pour l'homme qu'il avait abandonné autrefois et qui, contre toute attente, avait choisi de revenir. Au matin, la neige avait tout recouvert. Les champs derrière la maison scintillaient de blanc, et le ruisseau qui serpentait derrière la propriété était devenu calme. Sa surface était recouverte d'une fine couche de glace. Le monde semblait plus silencieux, étouffé, comme si la nature elle-même avait décidé de retenir son souffle. À l'intérieur de la grange, le feu dans le poêle à bois brûlait depuis l'aube. Luc se tenait debout devant son établi, les manches retroussées, la sciure de bois déjà collée à ses avant-bras. Le bateau inachevé, le bateau d'Élise, était posé là où il se trouvait la veille. Grange le feu dans le poêle à bois brûlait depuis avant l'aube. Luc se tenait debout devant son établi, les manches retroussées et les avant-bras déjà couverts de sciure. Le bateau inachevé, celui d'Élise, était là où il avait toujours été, sa coque à moitié formée, bercé dans le berceau du cadre, comme un enfant qui n'est pas encore prêt à affronter le monde. Il ne l'avait pas touché depuis presque 3 ans, mais maintenant, quelque chose en lui bouillonnait, pas par devoir, ni même par souvenir, mais par quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La permission. Il suivit le bord de la quille avec ses doigts calleux. Les joints étaient toujours solides. Le bois, bien que sec, n'avait pas fissuré. Il avait tenu bon en attendant. Derrière lui, la porte de la grange s'ouvrit en grinçant. Henri entra, son écharpe serrée autour du cou, le regard nerveux. « Je ne voulais pas te déranger, » dit-il doucement. « Ce n'est pas grave, » répondit Luc en se retournant. Henri hésita, puis s'approcha du bord de l'établi. Son regard se posa sur le bateau. Il expira lentement. « C'est pour elle que tu as commencé, elle. » Luc acquiesça. C'était notre projet. Quelque chose à finir ensemble. Henri le regarda avec révérence. Elle avait bon goût en matière de lignes. C'est une belle courbe dans le trou. Luc esquissa un léger sourire. C'est elle qui a dessiné le modèle. Je n'ai fait que suivre les lignes. Henri s'approcha. « Je peux t'aider ?» Luc hésita. Le silence entre eux s'étira à nouveau, pas lourd, comme auparavant,
mais incertain. Puis il tendit un rabot à Henri. « Il faut lisser le bord. Il doit être lisse comme du verre. » Henri prit l'outil d'un signe de tête et se dirigea vers le côté du bateau. Pendant un moment, aucun des deux ne dit un mot. Seul le bruit de l'acier, raclant le cèdre, remplissait l'espace. C'était le bruit de quelque chose qui ne se brisait pas, mais qui commençait. Plus tard, dans l'après-midi, alors que Zol se tenait sur le seuil de la grange et regardait les deux hommes à travers les lattes ouvertes. Hommes à travers les lattes ouvertes. Des flocons de neige tombaient doucement sur ses cheveux et ses épaules. Elle n'avait pas l'intention de rester longtemps, juste le temps d'apporter le café. Mais la scène l'avait cloué sur place. Deux hommes, deux générations, un chagrin silencieux entre eux. Et pourtant ils travaillaient. Henri ponçait la proue avec des mouvements lents et réguliers. Luc ajustait une pince le long de la poupe. Il n'y avait pas de rire, pas de conversation forcée, juste leur présence. Cela la toucha plus que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. Elle finit par entrer et posa le thermos sur une étagère. « Vous avez l'intention de construire une flotte ?» demanda-t-elle doucement. Luc jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « On commencera peut-être par un... » Henri fit un petit rire. « Un, c'est déjà assez ambitieux. » Le regard de Clara se posa sur le bateau. Elle aurait adoré sa taille. Luc acquiesça au un. Elle m'a dit un jour que construire quelque chose de ses mains était ce qui se rapprochait le plus de la prière. Clara sourit. Alors cette grange est une cathédrale. Elle tendit la main et toucha le bord poncé du bateau du bout des doigts. Il était lisse, chaud du frottement, plein d'attention. Luc l'observa attentivement. « Ça va ?» Elle hésita, puis acquiesça, pensant justement à cela. Elle croisa son regard. Comme c'est étrange que les pires jours de notre vie nous mènent là où nous sommes censés être. Luc absorba lentement ses paroles, pleinement. « Tu penses que c'est ici que tu es censé être ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, » répondit-elle, honnêtement. « Mais c'est le premier endroit où je me suis senti en sécurité depuis tant. » Il sentit son cœur se serrer. Dehors, un cri retentit. Léo criait à propos de boules de neige, d'empreintes et d'un faucon dans les arbres. Sa voix était pleine de joie, sans filtre et sans souci. Luc se tourna vers Isella. « Léo veut montrer la piste de luge à Élodie demain. Si tu es partante. » Elle sourit. « Je pense qu'elle aimerait bien. » Henri leva les yeux du bateau, époussetant ses manches de sûre. « Je peux venir aussi ?» Soldat hésita, puis acquiesça. « Je pense qu'elle aimerait bien aussi ce soir-là. » Luc s'assit seul dans la grange, longtemps, après que les autres se furent couchés. Le bateau se profilait doucement à la lueur de la lanterne, n'étant plus un vestige de chagrin, mais un vaisseau pour quelque chose d'autre. Il suivit l'ancienne écriture d'Élise sur un plan épinglé au mur. Il sentait encore légèrement l'huile de lavande et les copeaux de crayon. Il se souvenait comment elle s'asseyait, les jambes repliées sous elle, pour dessiner dans les marges. « Les bateaux sont comme les gens », avait-elle dit un jour. « On ne voit leur forme qu'une fois, qu'on les met dans l'eau. » Il regarda le banc vide où elle s'asseyait. Il s'attendait presque à entendre sa voix murmurer à travers le grain du bois. Mais ce soir-là, il n'y avait pas de tristesse dans le silence, seulement le rythme régulier des souvenirs et la formation silencieuse de quelque chose de nouveau. Pas sous la forme d'un bateau, mais sous la forme d'une seconde chance. Le lendemain matin se leva dans un calme qui semblait délibéré, comme si le monde retenait son souffle. Assa se tenait près de la fenêtre, une tasse de thé à la camomille à la main, les yeux fixés sur le bord de la clôture, où la neige s'accrochait encore au pin. La petite Élodie était blottie contre son épaule. Sa douce respiration réchauffait son cou. L'odeur du lait et du cèdre flottait dans l'air. Luc était dehors avec Léo, l'aidant à tasser la neige
sur les bords d'une piste de luge improvisée qui serpentait à travers le pâturage derrière la maison. Leurs voix, rauques et joyeuses, flottaient vers la maison à travers la fenêtre ouverte de la cuisine. Henri était sorti avec eux au début, mais il s'était vite retiré dans la grange, se frottant l'épaule avec la raideur familière des vieilles blessures et des regrets encore plus anciens. Tout était calme depuis des jours, trop calme. C'est pourquoi la sonnerie du téléphone faillit lui faire laisser tomber sa tasse. Elle le fixa sur comptoir de la cuisine, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Son estomac se noua. Élodie remua. La sonnerie s'arrêta, puis recommença quelques secondes plus tard. Luc rentra juste au moment où la troisième sonnerie retentit. « Tu y vas ?» demanda-t-il, en balayant la neige de ses manches. Elle hésita, puis décrocha. « Bonjour. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis une voix sèche, une femme professionnelle. Mademoiselle Marinalda se redressa. « Oui, c'est Maître Fournier. Je suis l'avocate de la famille paternelle d'une enfant nommée Evelyn Grace. Je crois qu'elle est actuellement sous votre garde. » Isa déglutit, serrant Élodie dans ses bras. « Oui, au nom de qui appelez-vous » Il y eut un bruissement de papier. Le grand-père biologique de la petite, Monsieur Léon Archer. Nous avons des preuves solides que tu as enlevé l'enfant sans autorisation légale. Il a demandé la garde d'urgence auprès du tribunal du comté de Missoula. Soldat sentit ses genoux fléchir. Luc s'approcha, la surveillant attentivement. « Je ne l'ai pas prise, » murmura-t-elle. « La mère de ma sœur Ivy, elle est morte. Elle m'a demandé de la garder en sécurité. »« Je comprends, » répondit la voix d'un ton neutre. « Mais à moins que tu aies les documents légaux de garde, ce qui n'est probablement pas le cas, tu enfreins les lois fédérales et de l'État sur la garde des enfants, et nous allons demander sa restitution immédiate. » Clara ferma les yeux. Elle est en sécurité. Elle est aimée. C'est peut-être vrai. Mademoiselle Marin répondit la voix sèche. Mais à moins qu'un juge n'ait pas d'accord, ça n'aura aucune importance. La ligne fut coupée. Luc la regarda reposer le combiné, comme s'il risquait de se briser. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Elle n'a pas parlé, pas tout de suite, puis doucement. Ils essaient de la prendre. Il resta immobile. « Qui est le grand-père du bébé ?»« Le père de l'ex de ma sœur. Je pense qu'on étions pas proches. Il était froid, distant. Je ne savais même pas qu'il était en vie avant que l'hôpital me remette ses effets personnels. » Luc tira une chaise. « Assieds-toi. » Clara s'assit. Élodie était toujours blottie contre elle. « Je n'ai aucun papier, » dit-elle. « Ma sœur, elle ne pensait pas aux avocats ou à la garde quand elle était en train de mourir. Elle m'a juste regardé et m'a dit « Prends-la, ne les laisse pas l'approcher. C'est tout, et tu n'as pas arrêté de déménager depuis. » Elle acquiesça, de clinique en clinique, de refuge en refuge, jusqu'à ce que j'atterrisse ici. Luc se pencha en arrière, la mâchoire serrée. « Tu penses qu'ils viendront ici ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle, « mais je ne peux pas la perdre. » Les yeux de Luc s'assombrirent. « Tu ne vas pas la perdre, » dit-il en se levant. Il se dirigea vers la cheminée où son téléphone était en charge. Il le saisit et tapait sur l'écran. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle. « J'appelle mon avocat. »« Tu as un avocat ?» Il lui adressa un sourire timide. « Quand tu vis dans une ville comme celle-ci depuis assez longtemps, tu apprends à en avoir un, en numérotation rapide. » Elle le fixa du regard. « Tu fais ça pour moi. Je ne le fais pas pour toi, » dit-il doucement. « Je le fais pour elle. » Il baissa les yeux éveil. Elle n'avait pas demandé à être disputée. Elle voulait juste quelqu'un pour la serrer dans ses bras quand elle pleurait et lui donner du lait chaud quand il faisait froid. Ce n'était pas compliqué, mais les adultes compliquaient les choses. Alors, si je pouvais aider, je le ferais.
Clara cligna des yeux pour retenir les larmes qui lui montaient soudainement aux yeux. Luc n'ajouta rien. Il n'avait pas besoin de le faire. Ce soir-là, après que Léo soit allé se coucher et qu'Henri ait retiré dans la grange, Clara s'assit près de la fenêtre avec Élodie, qu'elle berçait doucement. Le vent hurlait dehors, mais à l'intérieur, il faisait chaud. Luc vint s'asseoir à côté d'elle. « J'ai parlé à mon avocat. Il pense qu'on peut déposer une demande de tutelle d'urgence. Tu devras raconter ton histoire sous serment. Ça risque d'être moche. » Il a vendu une regard sur l'enfant endormi dans ses bras. « Je ferai tout ce qu'il faut, » dit-elle. Il acquiesça. Puis, après un long silence, il demanda « Tu veux rester ?» Elle le regarda. Elle le regarda vraiment et vit non seulement l'homme qu'il avait tiré de la tempête ou celui qui avait tenu son bébé comme s'il était le sien, mais aussi l'homme qui avait construit une vie à partir de débris et de pertes et qui avait encore de la place dans son cœur. « Je ne veux pas partir, » dit-elle doucement. Il lui prit la main, pas trop fort, juste assez pour lui faire comprendre qu'elle n'était plus seule. La première audience était prévue pour le jeudi matin. Les jours qui précédèrent furent un tourbillon de documents, de certifications et d'appels téléphoniques tendus qui creusèrent de nouvelles rides sur le visage du soldat et approfondirent les cernes sous les yeux de Luc. Henri se rendit 2 fois en ville pour faire signer des déclarations sous serment et déposer des références morales provenant de dirigeants locaux qui connaissaient Luc depuis plus de 10 ans. Même Léo, bien qu'il ne comprenne pas tout à fait, devint plus calme, plus vigilant, comme s'il sentait le silence qui précède une tempête, mais la maison resta intacte. Élodie continuait de rire aux carillons éoliens suspendus au toit du porche. Léo insistait pour lui lire des histoires avant de se coucher, tirées de ses vieux livres d'images. Henri réparait les marches grinçantes de l'escalier sans qu'on lui demande. Et chaque soir, lorsque le feu brûlait dans la cheminée et que les fenêtres se couvraient de givre, sa femme se surprenait à chercher la main de Luc sans hésiter. Le passé n'avait pas disparu, mais il ne définissait plus chaque souffle. Le matin de l'audience, la neige tombait à nouveau, fine et blanche, dérivant paresseusement sur la route comme un voile. Luc réchauffait le camion pendant que Clara emmitouflait Élodie dans sa couverture la plus épaisse. Henri se tenait près de la porte d'entrée. « Je peux venir », proposa-t-il doucement. Clara secoua la tête. « Tu as déjà fait plus qu'il n'en fallait », dit-il en hochant la tête. « Tout de même, si elle revient ici dans tes bras, j'aimerais être le premier à la serrer dans mes bras. » Isolde sourit doucement. « Tu le seras. » Léo apparut derrière lui, les yeux encore endormis. Papa Luc se retourna. « Salut mon grand. On sera de retour pour le déjeuner. » « Promis. » Luc s'accroupit. « Promis juré. » Léo regarda Isela. « Élodie va aller bien. » Elle croisa son regard et répondit de la seule manière qu'elle pouvait. Il le fallait. Le palais de justice était un bâtiment trapu, en briques rouges, situé à la lisière du centre-ville de Missoula. À l'intérieur, la chaleur était étouffante et les néons trop vifs. Isolde était assise sur un banc dur à l'extérieur de la salle d'audience. Élodie était blottie dans ses bras. Luc faisait les 100 pas, à quelques mètres de là, les épaules raides, la mâchoire serrée. Une femme s'approcha, un bloc-notes à la main. Ses talons cliquaient sur le carrelage. Mlle Marinolda se leva. « Je suis maître Fournier, » dit la femme. « Monsieur Archer est l'avocat de votre client. » C'était la même voix sèche qu'au téléphone. « Je vais être brève, » continua-t-elle. « Si vous remettez l'enfant de votre plein gré, mon client renoncera à toute poursuite. Il n'y aura pas d'intervention de la police, ni de casier judiciaire. » Isolda la fixa du regard. « Vous pensez que je vais simplement la livrer dans un couloir ? » Madame Fournier ne cilla pas. Ce serait plus facile.
Pour qui? L'avocate ne répondit pas. Luc s'approcha d'elle, la voix calme mais ferme. Vous voulez prendre un bébé à une femme qu'il a porté dans ses bras depuis sa naissance jusqu'à sa mort, à travers la maladie et la neige. Vous feriez mieux de passer par un juge, parce que vous ne passerez pas par moi. Madame Fournier jeta un coup d'œil à Élodie, puis se retourna et s'éloigna. Ils entrèrent dans la salle d'audience 5 minutes plus tard. L'audience était close. Seul le juge, les avocats et les parties concernées étaient autorisés à entrer. Luc tenait Élodie dans ses bras tandis que sa mère se levait pour témoigner. Elle parla clairement et calmement des dernières heures de sa sœur et de la promesse qu'elle lui avait faite les nuits où elle était restée éveillée, terrifiée que quelqu'un n'emmène Élodie avant qu'elle ait même appris à rire. Elle n'a pas pleuré, mais quand elle s'est rassise, Luc lui a pris la main et l'a tenue pendant le reste de l'audience. La déclaration sous serment d'Henri avait été ajoutée au dossier avec les lettres de l'infirmière de la ville, du grossiste local et même du facteur. Chacun témoignait de la personnalité de Luc, sa constance, sa gentillesse discrète. La juge les a lus en silence, puis elle a levé les yeux et a posé une question. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle d'audience qui pense que cet enfant serait mieux ailleurs? Personne n'a répondu, pas même Madame Dire. Le marteau a frappé doucement mais fermement. La tutelle d'urgence a été accordée. Evelyn Grace reste sous la garde de ses marines et Luc Moreau jusqu'à ce qu'un placement permanent soit envisagé. Le son qui s'échappa de la poitrine de Clara était à moitié un rire, à moitié un sanglot. Luc expira pour la première fois depuis des jours. Élodie remua dans ses bras et lui sourit. Ils rentrèrent chez eux, à travers la neige qui tombait, dans la cabine chaude et silencieuse du camion. Luc ne dit rien, jusqu'à ce qu'il tourne sur la route qui menait à la ferme. « T'as été incroyable là-dedans », dit-il. Clara sourit faiblement. « J'avais l'impression de trembler tout le temps. C'est toi qui étais incroyable. Mais t'as jamais eu l'air de craquer. » Elle regarda par la fenêtre, la voix douce. « C'est bizarre. Non, j'avais jamais prévu d'être maman. Mais maintenant, je peux pas imaginer être autre chose. » Luc lui jeta un coup d'œil, puis reporta son regard sur la route. « C'est ce que j'ai ressenti quand Léo est né. J'avais une peur bleue. Mais d'une certaine manière, c'était comme si j'avais trouvé ce qui me manquait. » Ils arrivèrent à la maison. Henri attendait sous le porche. Léo sortit en courant, son manteau à moitié fermé, ses bottes délacées. « On a gagné. » Isolde descendit du camion et se jeta dans ses bras. « Oui. » Il sourit. « Je le savais. » Luc tendit Élodie à Henri, qui la prit délicatement, comme s'il tenait quelque chose de sacré. « Elle est chaude, » murmura-t-il. « Elle est à la maison, » répondit Luc. Ils restèrent debout ensemble pendant un moment. 4 générations de chagrin, de guérison et d'espoir. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de tribunaux, plus de pertes, plus de peur, seulement de la neige. Et une route qui ne menait plus au chagrin, mais se tournait doucement vers quelque chose de nouveau. Le printemps arriva lentement à Whitaker Plains. Il se glissa entre les dernières congères et les premières crocus, adoucissant le sol gelé, centimètre par centimètre. Le ruisseau dégela avec un long soupir, et le vent sentait, moins la glace et plus la terre. Il y avait des agneaux dans la ferme voisine, et des flaques de boue le long de la clôture, où Léo aimait patauger, jusqu'à ce que ses bottes disparaissent sous la boue. La vie reprenait, mais elle n'était plus comme avant, car quelque chose avait changé. À l'intérieur de la vieille ferme, une nouvelle horloge était accrochée au mur de la cuisine, silencieuse, élégante, en forme de gouvernail. L'ancienne, celle d'Élise, était posée sur la cheminée du salon
où elle continuait de tic-tac fidèlement. Sa trotteuse, longtemps immobile, avait recommencé à bouger quelques mois plus tôt, le jour même de l'arrivée d'Azilda et d'Élodie. Luc ne l'avait jamais réparée, elle avait simplement redémarré. Comme si le temps, lui aussi, attendait que la permission. Ils organisèrent une petite cérémonie le jour où le bateau était enfin terminé. Le soleil brillait dans le ciel, une douce brise soufflait, et l'eau de Windham Creek scintillait comme du verre. Henri transporta le bateau avec Luc, tous deux silencieux et respectueux. Ce n'était pas juste du cèdre et du vernis, c'était un bateau rempli de souvenirs. Clara était sur la rive avec Élodie dans ses bras, et Léo à côté d'elle, tenant une guirlande de fleurs sauvages qu'il avait faite à la va-vite. Ils avaient appelé le bateau « le chemin d'Élise ». Luc passa sa main le long du trou, suivant la dernière couche de vernis. Puis, sans rien dire, il monta à bord et tendit la main à Isela. Elle hésita un instant avant de lui confier Élodie, puis les rejoignit à l'intérieur. Léo applaudit, Henri rit et leur tendit la corde. Ils poussèrent lentement et le bateau glissa dans le courant. Luc le dirigeait avec aisance. Le vent soulevait les cheveux de Clara tandis qu'elle rissait. Luc n'avait pas entendu jusqu'à présent. Élodie gazouillait au soleil, les doigts tendus vers le ciel. Alors qu'il descendait le courant, Clara regarda Luc. C'était son rêve, dit-elle. Il acquiesça. Et maintenant, c'est le nôtre. Ils flottèrent en silence pendant un moment, écoutant le craquement du bois et le murmure de l'eau contre les parois. Le soleil dansait sur les ondulations comme 1000 bénédictions. Quand ils revinrent sur la rive, Henri s'avança pour les aider à sortir de l'eau. Luc regarda son père et dit simplement « Merci ». Henri ne dit rien. Il se contenta de serrer l'épaule de Luc, les yeux remplis de larmes. Parfois, le silence était le langage le plus proche de la grâce. Ce soir-là, alors que le ciel prenait des teintes dorées et lavandes, Luc se tenait près de la cheminée, Élodie endormie dans ses bras. Clara entra discrètement, s'essuyant les mains sur un torchon. « Elle dort comme un bébé », murmura-t-il. « Elle a eu une grosse journée. » Clara sourit. Ils restèrent là ensemble, le feu projetant de douces ombres sur le parquet. « Ça te manque, parfois ?» demanda-t-elle après un moment. Avant tout ça, il ne répondit pas tout de suite. « Je crois que ça me manquait la simplicité, mais pas le vide. » Clara acquiesça, en se tournant vers la cheminée. Son regard se posa sur la vieille horloge. « Elle fonctionne toujours. »« Oui, » dit Luc, après des années de silence. « C'est drôle, » dit-elle. « Nous aussi. » Il la regarda longuement et intensément. Puis il s'approcha et prit sa joue dans sa main libre. « Tu m'as donné plus que tu ne le sauras jamais, » murmura-t-il. Clara sourit. « Tu n'avais pas besoin d'être sauvé, Luc, juste rappelé. » Elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement et lentement, avec cette sûreté qui ne peut grandir que dans un sol silencieux. Éveil remua et bâilla contre sa poitrine. Il rit. « Je suppose que c'est notre signal. » Ils se tournèrent vers le couloir, mais avant de quitter la pièce, Clara s'arrêta et regarda une dernière fois l'horloge. Le feu, les vieilles lettres rangées en sécurité dans un tiroir, les ombres du chagrin désormais estompées par la guérison. « Tu crois qu'elle nous voit ?» demanda-t-elle doucement. Luc n'hésita pas. « Je crois qu'elle nous a envoyés. » Et sur ces mots, ils disparurent dans le couloir, vers le bruit de Léo se brossant les dents faux, le cliquetis lunch de Léo pour le lendemain, et au battement tranquille d'un foyer fait non pas de murs, mais des gens qui ont choisi de rester. Le bateau n'était pas seulement un bateau, c'était une promesse reportée, un rêve différé mais pas oublié, et en le construisant planche par planche, ils n'avaient pas seulement honoré le passé, ils avaient osé croire en un avenir où l'amour ne meurt jamais, où le pardon n'efface pas la douleur, mais lui donne un nouveau sens, ou même une horloge qui s'est arrêtée, trop
trouve la force de se remettre à fonctionner. Si cette histoire t'a ému, partage tes impressions avec nous dans les commentaires. Quel moment t'a le plus touché? N'oublie pas de t'abonner, car chaque cœur mérite une nouvelle histoire.